Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de cette année 2015 qui conclut mon marathon vidéo de ces derniers jours et aujourd'hui on va parler book haul. Alors théoriquement le book haul du mois de décembre c'est celui dans lequel il n'y a strictement aucune nouveauté manga ou quasi aucune du moins, mais dans la pratique c'est tout autre chose étant donné comme vous allez le voir que je vais vous présenter 12 nouveautés manga qui ont rejoint ma mangathèque dont 2 l'ont rejoint pas plus tard qu'hier. Donc je commence tout d'abord avec 2 séries que je n'ai délibérément pas lues étant donné qu'elles auront droit à leur vidéo, une en janvier et une en février. Première série que je n'ai pas lue mais donc vous aurez une chronique au mois de janvier, il s'agit de l'intégrale, donc des 4 tomes de Baptisme de Kazuo Umezu, c'est publié chez Glénat dans leur collection Bunko. Alors la collection Bunko, peut-être que ça ne vous dit rien, personnellement ça ne me disait rien jusqu'à ce que je découvre Baptisme qui pour rappel est du même mangaka que La Maison aux Insectes que je vous ai déjà présenté, que L'École Emportée et Le Vœu Maudit. Et cette petite série c'est tout simplement Jeff qui en a parlé dans un de ses lives ou sur Twitter, je ne sais plus. Mais de la manière dont il en avait parlé, ça m'avait vraiment motivé à me faire la série. Donc on est encore une fois avec cet auteur dans le registre de l'horreur et de l'horreur un petit peu bizarre, un petit peu glauque. Donc je vous montre les couvertures. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une impression, les tomes sont vraiment tout petits. Je vous montre par exemple par rapport à un tome, on va dire lambda classique. Je vous montre La Cité des Esclaves chez Casterman. Vous voyez une super différence au niveau de la taille des tomes. Il me semble que L'École Emportée est dans la même collection, la collection Bunko de Glénat, donc j'imagine qu'elle doit être au même format. Je commencerai bien évidemment cette série début 2016, peut-être pas en janvier, mais février ou mars, pratiquement de sûr. Donc voilà la couverture du tome 2, celle du tome 3. Les couvertures sont assez simples je trouve, mais bien sympathiques tout de même. C'est des tomes qui sont un petit peu chers, ils sont dans les 7 € malgré le format tout petit. Je suis pas hyper fan de ce tout petit format de manga. Alors c'est mignon tout plein, ça prend pas de place dans la mangathèque certes, mais je trouve que du coup au niveau des dessins, ben c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ou alors je fais ma chiante et je me suis trop habituée au grand format. Mais voilà, au niveau des dessins, ce que ça donne. Alors oui, il y a beaucoup de luminosité, vous avez été quelques-uns à me dire qu'il y a certaines vidéos où il y a trop de luminosité, mais en fait c'est tout simplement que je règle mon appareil photo pour qu'il fasse en sorte qu'il y ait un maximum de lumière, parce que je travaille avec la lumière pas artificielle du tout, qu'est-ce que je dis, avec la lumière naturelle. Il n'y en a pas énormément, du moins en hiver c'est vraiment de moins en moins de lumière au fur et à mesure que l'après-midi passe. Du coup vu que je n'ai pas de retour caméra, au moment où je filme je me rends pas compte si c'est trop lumineux ou pas. J'essaie de faire en sorte qu'on voit assez bien les mangas que je vous présente, mais voilà, je m'excuse s'il y a encore une fois trop de luminosité. Vous aurez une chronique ou une vidéo coup de cœur, je ne le sais pas encore, début janvier. Seconde série, donc du coup je vous ai présenté le tome 1, il s'agit de La Cité des Esclaves. J'ai enfin craqué pour cette série qui est de Shinichi Okada et c'est publié chez Casterman. Alors c'est un seinen qui me faisait de l'œil depuis la sortie du tome 1. C'est vraiment un titre qui m'a de suite intéressée par son histoire assez sombre là encore. Il me semble qu'on est dans le registre de l'horreur, mais de l'horreur, vous savez, un petit peu un délire à la... Je dirais pas à la King's Game, parce que si je commence à comparer ce titre à la King's Game, c'est mal barré, mais disons, voilà, on est dans quelque chose d'oppressant, un petit peu, si vous voulez, un petit peu... Pour moi, je le vois un petit peu comme un titre comme Saw, c'est-à-dire que c'est un peu glauque, un peu gore peut-être, violent ça c'est sûr du moins. Et voilà, pas vraiment de l'horreur, mais quand même, c'est pas un titre qui est conseillé pour les plus jeunes. Mais ce qui m'a fait craquer définitivement pour la série, ce n'est pas seulement son synopsis ou quoi, donc là je vous laisse chercher un petit peu par vous-même sur la toile, le temps que je fasse la vidéo, de quoi parle cette série si elle vous intéresse. C'est ce qui m'a fait craquer, c'est tout simplement la couverture du tome 6. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, cette image là des 2 chiens m'a littéralement fait craquer pour la série. Donc je vous en parlerai quand le 7e tome sera sorti, il me semble qu'il sort mi-février, donc vous aurez sûrement la vidéo fin février du coup. Je vais vraiment me laisser le temps de savourer les tomes et de vous faire une vidéo là encore, ou chronique ou coup de cœur, je ne sais pas encore à l'heure actuelle, mais c'est une série
J'en avais parlé plusieurs fois sur ma chaîne, j'avais dit que je craquerais un jour ou l'autre et c'est à présent le cas. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous l'avez déjà lu, ce que vous pensez des tomes qui sont sortis, bien évidemment sans spoil. Autre série que j'ai commencé au mois de décembre, mais qui est une toute petite série en 7 tomes comparée à La Cité des Esclaves, qui est une série toujours en cours, il va y avoir je pense pas mal de tomes. Donc la toute petite série que je vous ai un petit peu légèrement présentée dans ma vidéo Top Seinen 2015, il s'agit de Gon. Donc c'est de Masashi Tanaka, c'est publié chez Pika. C'est un petit seinen en 7 tomes dont les 2 premiers tomes sont sortis au mois de novembre. Et au mois de novembre je les avais repérés mais j'avais pas craqué pour. Et ce craquage est dû encore une fois à Jeff qui en avait parlé, je ne sais plus si c'était dans un live ou sur Twitter encore une fois. Mais en disant très peu de choses, il m'a définitivement convaincu de me faire la série. Donc comme vous le voyez, c'est un manga où il n'y a strictement aucun texte, aucune bulle de texte. Mais ce n'est pas pour autant un titre que je conseillerais à des jeunes enfants pour 2 raisons. Tout d'abord parce que des jeunes enfants, je parle jeunes enfants, c'est-à-dire de moins de 10 ans, voire moins de 8-9 ans, c'est pas le genre de titre qui leur correspondrait dans le sens où même si c'est un petit dinosaure tout mignon qui se retrouve à vivre dans un monde où il n'y a plus de dinosaures mais plus que des animaux, c'est un dinosaure assez vorace qui ne va pas hésiter à chasser et à tuer. Moi je trouve que c'est un petit peu, alors on va le dire très légèrement, violent pour un public très jeune. Encore une fois, quand je dis très jeune, prenez-le vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire moins de 10 ans, je trouve que ce n'est pas le public adapté. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas du tout de texte pour des enfants encore une fois très jeune, je trouve que ce n'est pas ce qui est de plus facile à lire étant donné que même dans les albums jeunesse on a tout de même quelques textes qui permettent de un petit peu d'expliquer le dessin et ce qui permet d'avoir une clé de compréhension que là on n'a pas. Il faut vraiment se baser sur les dessins qui sont vraiment magnifiques. Donc c'est plutôt un titre que je recommande en tant que adulte, adolescent, voilà, à partir de 10 ans. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment pas mal du tout, les dessins sont juste top. Et même s'il n'y a pas de texte, on peut se dire mais ça doit être chiant à mourir, bah, c'est vraiment super intéressant à suivre. Et moi je trouve que finalement on s'attache beaucoup à ce petit dinosaure et on a envie de le voir évoluer et de voir ce que ça va donner par la suite. Au mois de décembre, j'ai craqué pour les 2 tomes, donc l'intégrale de la série Poison City de Tetsuya Tsutsui, c'est publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Alors quand j'avais mis l'image sur Instagram, vous avez été quelques-uns à me demander si c'était une édition spéciale. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que pour moi l'édition, la collection Latitude de Kiun n'est pas une collection qui vient juste de paraître. Il y a quand même pas mal de titres qui sont sortis dans cette collection Latitude. Plusieurs titres que je vous ai déjà présentés. Il y a eu les tomes de Emma, de Coffee Time, L'Oiseau Bleu très récemment et Pandemonium. Donc voilà, il y a encore plein de titres. Il y a Brad Stories en grand format également. Donc c'est une collection qui pour moi me semblait assez connue et qu'on retrouve même dans les supermarchés, les magasins Fnac, tout ça, je les ai vus un petit peu partout. Donc qu'est-ce que ça a de particulier? C'est tout simplement une édition grand format cartonné, donc en hardcover, avec les pages, alors je ne sais pas, les pages couleurs, je pense que c'est les mêmes que dans la version toute simple que vous pouvez acheter. Et les tomes sont vendus au prix de 15 €, donc ça c'était un tout petit peu cher. J'ai adoré ces 2 tomes de Poison City, j'étais pas emballée par la série quand elle est sortie et quand tout le monde en parlait sur la toile. Alors Poison City, j'ai fait très rapidement le parallèle quand je vous en ai parlé, enfin quand j'ai évoqué le titre dans ma vidéo Top Seinen, parce que c'est quand même un titre que j'ai mis dans ma vidéo Top Seinen de cette année, tellement je l'ai adoré. Petite parenthèse avant que j'oublie, ce message s'adresse aux éditions Kiun auxquelles j'ai complètement oublié de répondre. J'ai eu un souci en fait, je vous en ai parlé sur Facebook et Twitter, j'ai eu un souci avec mon tome 2, c'est qu'en fait il manquait toutes les pages couleurs qu'on a au début. Donc ces pages-là. Et mon tome commençait tout simplement, il n'y avait même pas cette page-là, il commençait à cette page-là. Et j'ai de suite compris, quand j'ai vu qu'il n'y avait même pas, que ça annonçait même pas chapitre 8, je me suis dit, il y a un souci quelque part, il me manque des pages. Ça n'a pas loupé, il me manquait donc les premières pages. La Fnac me l'a finalement changé. Voilà, j'avais pas le ticket de caisse, j'avais peur qu'ils me disent non. Et Kiun m'avait du coup envoyé un message sur Twitter pour savoir si j'avais oui ou non réussi à me faire changer mon tome. Et donc la réponse est oui, ils me l'ont changé. Et sur le coup, le vendeur m'a dit, mais non, c'est normal, c'est un manga, c'est publié... c'est à l'envers.
Je l'ai regardé, il me prend pour une conne et il a finalement compris en voyant le bouquin bien édité que c'était un souci tout simplement au niveau de l'imprimerie, au niveau de l'édition. Donc ça va, parce que j'ai envie de vous dire, quand vous achetez un tome 15 € et qu'il vous manque les premières pages, vous êtes juste super vénère. Donc Poison City, j'ai rapidement fait le parallèle entre cette série et, bien évidemment, vous allez voir que j'ai craqué hier pour l'autre série. Il s'agit de Manhole, dont je vous montre les couvertures parce qu'elles sont quand même génialissimes. Surtout couverture du tome 3, immense coup de cœur. Manhole, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Voilà, je l'ai acheté hier, je ne l'ai même pas feuilleté. Mais si vous avez lu ceci, vous êtes obligé de lire cela. Et quand j'ai dit ça sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus, les deux peut-être, on m'a demandé si du coup les deux séries étaient liées dans le sens, si t'as pas lu Manhole, tu comprends pas Poison City. Alors je m'explique, tout simplement, Poison City, c'est l'histoire d'un mangaka, d'un jeune mangaka qui écrit son premier manga, qui dessine, qui crée son premier manga, qui essaye d'être édité, mais il va être face à la censure, et la censure des plus extrêmes. Tellement que son manga à la fin ne va plus ressembler à ce qui devait être à la base, tellement voilà, c'est une histoire de zombies, il me semble, un truc comme ça. Et donc ça c'est trop violent, ça vous le censurez, ça vous le censurez. Et en fait c'est tout le processus de création de ce manga qui va être chamboulé tout le long. Il va essayer de se battre pour que son manga passe, il va essayer de comprendre pourquoi il y a une telle censure, pourquoi ses auteurs préférés sont eux aussi censurés. Et on découvre si oui ou non il arrive à éditer finalement son titre et un petit peu comment ça se passe, le système de censure des œuvres. Et en fait, même si l'histoire est fictive, donc dans Poison City, on suit un mangaka, donc c'est un mangaka fictif, on suit en parallèle un petit peu l'histoire de son manga qu'on voit évoluer, donc on voit que le manga est de plus en plus censuré, qu'il y a de plus en plus de choses qu'il ne peut pas montrer dedans. Et en fait, on comprend, à la fin en fait du titre, vous avez plusieurs pages. J'essaie de vous trouver la première page, ça serait quand même pas mal. Où en fait vous avez les origines du projet. Parce qu'en fait Poison City c'est tout bonnement une critique que fait l'auteur, donc Tetsuya Tsutsui, concernant la censure des mangas au Japon. Et il explique en fait dans ce texte, donc voilà, il y a quand même quelques pages à la fin des tomes 1 et 2. Il explique que lui aussi, tout simplement, il a eu l'idée de faire Poison City parce que quand il a commencé à faire des mangas, Manhole n'était pas son premier titre puisqu'il a fait Death Hunt et Reset juste avant. Reset que je n'ai pas lu. Rectification par rapport à ma dernière vidéo où je disais que j'avais lu Death Hunt, Reset et Prophétie. J'ai Death Hunt, ça de sûr, mais Reset je ne l'ai pas. Donc il faut que je rectifie le tir sous peu. Et donc en fait tout ça pour dire que Tetsuya Tsutsui avait subi de la censure concernant Manhole, qu'il a mis beaucoup de temps pour pouvoir sortir, publier, parce qu'il a eu, voilà, il a été confronté à la censure, son œuvre étant trop violente, et même si des fois vous aviez l'impression, voilà, on voit dans Poison City que des fois ça paraît juste abusé, on dit limite l'auteur ne peut plus rien montrer sans que ça soit de la pédophilie, de la violence, tout ça, enfin, bref, les gens ont l'air de complètement abuser à propos de la censure, mais c'est ce que l'auteur a réellement vécu avec Manhole au Japon. Du coup, il a fait Poison City quelques années plus tard pour à travers cette histoire fictive, expliquer son propre cas qu'il a eu face à la censure. D'où le fait que ça vous motive à lire Manhole, parce que vous avez envie de vous dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a ce titre de si particulier pour que l'auteur ait été censuré. Il a été marqué comme étant manga ou mangaka, je ne sais pas si on dit manga ou mangaka, nocif. Et en fait, quand c'est ça, au niveau des ventes, ben votre manga n'est pas en rayon, en fait, il me semble. Et vous avez juste un petit écriteau où il y a dans la boutique, où vous avez le nom du manga dessus. Et il y a marqué, ce manga est considéré comme nocif parce que trop violent pour telle et telle raison. Si vous voulez l'acheter, vous allez voir le vendeur avec une pièce d'identité. Ça sous-entend que les mineurs ne pouvaient pas l'acheter. Et on vous fournira ou pas, s'il y en a, les tomes de la série. Et c'est ce qui se passe dans Poison City pour l'auteur fictif, et c'est ce qui s'est passé pour Tetsuya Tsutsui réellement avec Manhole. Alors je ne sais pas, du coup, Manhole apparemment ça serait sa meilleure série. Selon tous les avis que j'ai pu en avoir, c'est vraiment le must du must de ce que peut faire l'auteur. Donc vraiment j'ai hâte de découvrir cette petite série en 3 tomes qui n'est absolument pas une nouveauté. Là encore j'ai eu droit à des... Tiens, c'est une nouveauté. Non, ce Manhole ça date de 2006 en France, de 2005 au Japon. C'est vraiment pas... Moi je pensais même que c'était le premier titre de l'auteur, mais j'ai vérifié et non.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me faire Manhole. Je pense même faire une vidéo, alors on m'a posé la question, mais oui, je pense faire une vidéo consacrée à cet auteur que j'apprécie beaucoup, même si voilà, finalement j'étais restée un petit peu mitigée sur Prophétie. Alors avec Poison City et vu ce qui s'annonce pour Manhole, ça m'a l'air du tout bon. Petite série en 2 tomes que je me suis faite au mois de décembre, il s'agit du Chien Gardien d'étoiles. Donc là c'est le tome 1, le tome 2 s'appelle Enfance. C'est de Takashi Murakami qui pour rappel a fait L'Oiseau Bleu. L'Oiseau Bleu, je vous en ai parlé dans mon book haul du mois de novembre, mais également dans mon top one shot 2015, et c'est publié en France chez Sarbacane. Alors Sarbacane, je connaissais cette maison d'édition de nom, mais je n'avais encore aucun titre de leur catalogue en ma possession. C'est vraiment le premier titre que je tente chez eux, c'est vraiment un titre que je connaissais depuis des années, c'est pas du tout une nouveauté. Mais voilà, il m'a fallu L'Oiseau Bleu pour me motiver à me lire la précédente série de l'auteur, c'est-à-dire Le Chien Gardien d'étoiles. Les tomes sont vendus au prix de 17,90 €. Alors je sais que ça va vous paraître un petit peu cher, mais bon voilà, c'est des moyens formats, j'appelle pas ça du grand format. Les couvertures sont juste dingues, donc j'essaie de vous les montrer d'un peu plus près parce qu'avec la lumière, je suis pratiquement sûre qu'on ne verra rien. Le tome 2. Voilà. Et c'est vraiment un titre que j'ai adoré. Je vous la fais rapide au niveau synopsis. C'est un père de famille, donc avec sa femme et sa fille. Du jour au lendemain, ça ne va plus. Sa femme et sa fille se cassent. La seule chose quasiment qu'elle lui laisse, c'est le chien. Le chien qui s'appelle Happy, vous voyez sur la couverture. Et du coup, il se retrouve un petit peu tout seul. Il va prendre sa voiture, quelques affaires auxquelles il tient, et il va partir plus ou moins à l'aventure jusqu'à ce que sa voiture le lâche et qu'elle le lâche, comme vous voyez, dans un champ. Alors, c'est pas un champ de tournesol, parce qu'en fait, le champ de tournesol, c'est une autre histoire qu'il y a dans l'histoire. Voilà, c'est l'histoire d'un autre personnage qui va... les deux histoires vont plus ou moins se mélanger, un petit peu comme L'Oiseau Bleu en fait. Si vous avez lu L'Oiseau Bleu, c'est un peu le même principe, genre il y a deux histoires, mais c'est les mêmes personnages qui se croisent finalement. Ce qui est super beau dans Le Chien Gardien d'étoiles, c'est cette relation entre ce maître et ce chien. Ce chien qui va lui être dévoué du début à la fin de l'histoire. C'est vraiment une histoire ultra touchante. Alors l'histoire est racontée du point de vue du chien. Donc je ne sais pas si on verra bien, mais en fait c'est les pensées du chien qui permettent voilà, de raconter l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment... C'est très triste, hein, je ne vous le cache pas, il y a des moments un petit peu funny. Ils vont faire une rencontre, c'est un petit garçon. Un petit garçon qui veut juste rentrer chez son papy. Le gamin qui semble totalement abandonné, et l'histoire du gosse, on la retrouve dans le tome 2. Donc en fait, le chien gardien d'étoiles, vraiment l'histoire de ce chien et de son maître, c'est dans le tome 1. Alors vous comprenez que ça va tenir que dans le tome 1, étant donné que l'histoire commence sur la fin de l'histoire. Voilà, en gros ça vous montre comment ça va se conclure. En même temps, je m'attendais à un truc larmoyant, donc ça ne loupe pas. Et le tome 2, c'est consacré, donc enfance, c'est consacré sur l'histoire de ce petit garçon. De comprendre comment il en est arrivé à être au bord de la route et à se retrouver avec ce type, avec son chien. On a également l'histoire d'un mec, donc je ne vous dis pas de qui il s'agit, sinon ça vous fait un méga spoil, qui essaye de comprendre l'histoire de ce type et de son chien. Et il y a également l'histoire de la sœur de Happy, donc de la sœur du chien, qui avait également été adoptée, parce qu'on ne le voit pas dans le premier tome, on voit dans le second tome, et on voit également l'histoire de cette chienne avec sa maîtresse. Et il me semble que c'est tout. Voilà, c'est du tranche de vie, c'est pas ultra gay, mais en même temps, c'est pas déprimant. Voilà, c'est pas le truc où vous allez dire mon Dieu, le truc qui m'a plombé ma journée. Non, loin de là, c'est vraiment bien écrit, c'est bien. Les mots sont justes en fait, c'est ça que j'ai vraiment bien apprécié dans ce titre. Vraiment deux très beaux objets livres, et puis en plus l'histoire est juste géniale. Donc si vous avez aimé L'Oiseau Bleu et que vous ne connaissiez pas cette série, foncez sans hésiter. Au mois de décembre, j'étais juste super motivée à commencer de nouveaux titres de la maison d'édition Le Lézard Noir. J'en ai commencé 3, 2 se sont retrouvés dans ma vidéo Top One Shot 2015. Le troisième ne s'y est pas retrouvé tout simplement parce que c'est un titre beaucoup plus ancien et du coup n'avait pas sa place dans ce top. Donc je commence sans attendre en vous parlant de Mirage d'été de Kazu Yuzuki, publié chez Le Lézard Noir. Donc là on est dans du manga tranche de vie, social, émotion, je crois que c'était décrit comme un truc comme ça. On est vraiment sur un registre de tranche de vie pure et dure, c'est-à-dire une tranche de vie. Voilà, vraiment prenez-le au pied de la lettre, c'est vraiment comme si on prenait un petit bout, un petit passage du quotidien, tout simple, tout banal, mais à la fin de cette petite scène, il se passe un truc, un petit truc qui on se dit, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un mirage?
Voilà, et là le récit a l'air de basculer dans du fantastique ou dans quelque chose du moins d'assez étrange. Donc je vous montre l'objet livre qui est vraiment magnifique pour le coup. Donc la couverture est cartonnée, le tome est vendu au prix de 21 €. Après c'est du grand format et là il a craqué. C'est normal, en direct, le livre craque, tout va bien. Les livres sont fragiles par contre. C'est du grand format, certes. Shisakobe, je le trouve ultra fragile. On en avait parlé avec Jeff, il me semble, je sais plus où, dans un live. C'est fragile. C'est des beaux livres, mais alors ne faites pas claque comme je viens de faire, parce que sinon le livre va vous rester entre les mains. Donc c'est un livre qui est relié d'ailleurs, c'est pas collé, c'est relié, c'est peut-être pour ça que j'ai eu le crack il y a 2 secondes. C'est pas du registre de l'horreur pour une fois chez cette maison d'édition. Mais après, je trouve qu'il y a horreur et horreur. Je veux dire, il y a Eroguro, où là, très clairement, ce que je vais vous montrer après, c'est du moins de 18 ans. Voilà. Mais après, vous avez des titres comme La Maison aux Insectes, que je maintiens être de l'horreur fantastique. Là, on est dans quelque chose d'horrifique, c'est le registre de l'horreur, certes, mais abordable. C'est pas ce que j'ai préféré découvrir chez Lézard Noir, mais c'était franchement pas mal dans le registre tranche de vie. Je passe à présent à de l'Eroguro pur et dur. Il s'agit du Monstre au teint de rose de Suelo Maruo. Donc là par contre on est clairement dans de l'érotisme grotesque assez glauque, très bizarre, très spécial. C'est vraiment le genre de titre qui ne plaira pas à tout le monde. Voilà, ce n'est pas un titre qui est tout public, mais c'est marqué dessus, c'est précisé. J'ai adoré ce tome, c'est un registre de lecture que j'aime beaucoup. Chez le Lézard Noir, j'avais commencé avec La Demeure de la Chair, que j'avais déjà beaucoup apprécié à l'époque. Et j'ai adoré découvrir une autre histoire que La Jeune Fille aux Camélias. Jeune Fille aux Camélias que l'on retrouve dans Le Monstre au teint de rose, voilà, je n'en dis pas plus. Mais on retrouve le personnage. Donc c'est grotesque et enfin, je sais pas comment vous expliquer le registre du grotesque si vous ne connaissez pas à travers la littérature, les films, tout ça, mais c'est un registre que j'aime beaucoup, mais c'est particulier, il faut vraiment adhérer à ce genre de choses. Personnellement j'aime beaucoup, vous verrez d'autres titres de ce genre là sur ma chaîne l'année prochaine assurément, mais voilà, pour les fans du genre, je le recommande vivement si vous ne le connaissez pas encore. Dernier titre chez le Lézard Noir, il s'agit de AX Anthologie, le volume 1, et c'est par un collectif de 33 auteurs. Alors je ne sais plus si les 33 auteurs ne sont pas publiés en France ou si certains ont déjà des œuvres publiées en France. Vraiment, de tête, je ne saurais pas vous dire. Qui dit autant d'auteurs dit autant de chara-design différents, de manières d'aborder les histoires différentes, même si ça reste assez particulier dans l'ensemble. Donc je vous montre là encore la couverture qui est franchement pas mal, puis c'est un méga pavé comme vous le voyez. Et il est vendu au prix de 25 €. Mais voilà, je peux vous assurer que le bouquin est assez lourd. Je vous montre quelques exemples de chara-design. Donc vous avez vraiment de tout. Personnellement, je ne l'ai pas tout lu, c'est un truc que j'ai un peu feuilleté. J'ai lu certaines histoires et pas d'autres. Parce qu'il y a vraiment des chara-design avec lesquels j'ai beaucoup de mal. J'essaie de vous en chercher un. C'est vraiment pour vous montrer, j'espère que vous verrez bien, qu'il y a une différence flagrante d'un dessin à l'autre. Voilà, je vous en cherche un petit dernier pour vous montrer. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une œuvre que je vous recommande si vous aimez découvrir des nouveaux traits de dessin, des nouveaux auteurs peut-être. Alors peut-être que certains sont publiés en France, vraiment je ne me rappelle plus. Mais c'est toujours intéressant, voilà, de voir des trucs un petit peu différents et de découvrir des petites histoires courtes. C'est vraiment des toutes petites histoires. Mais j'ai trouvé ça pas mal du tout et pour le coup c'est un achat que je regrette absolument pas ce mois-ci. Au mois de décembre, j'ai craqué pour la toute dernière œuvre de Inyo Asano qu'il manquait à ma collection. Il s'agit de sa série Un Monde Formidable, What a Wonderful World, qui compte 2 tomes et qui était sa toute première série à être publiée au Japon et en France, que je connaissais de nom mais que je n'avais pas encore tenté jusqu'ici. J'avais découvert l'auteur avec Bonne Nuit Poun Poun à l'époque, et après j'avais lu Solanine, et petit à petit j'avais complété ma collection. Et c'était le dernier titre que je n'avais pas en ma possession et le dernier qu'il me manquait pour vous faire une vidéo sur l'auteur que vous aurez lors du premier trimestre 2016. Je me laisse le premier trimestre pour être sûr d'avoir le temps de relire certaines de ses œuvres avant de vous faire la vidéo. Il y aura un petit bout biographie, je pense, à propos d'Inyo Asano pour quand même resituer l'auteur très vite fait, mais ça sera surtout l'occasion pour moi de parler dans l'ordre chronologique de toutes ces séries publiées en France et au Japon, parce que du coup, ben, on a un petit peu tout ce qui est paru de cet auteur.
et de vous donner un avis à propos de chacune de ces séries et peut-être de vous en faire découvrir si vous n'avez pas tout lu de l'auteur, même si l'une d'entre elles, l'un de ces one-shots, je vous le dis d'emblée, n'est plus édité. Voilà, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, à un moment donné quand il y avait les arrêts de commercialisation de Panini, j'avais évoqué le titre que je m'étais dépêchée d'acheter sur Amazon, je m'en rappelle encore. Donc voilà, il y a un titre qui va être juste trop galère si vous voulez vous l'acheter, mais le reste en principe c'est disponible. Donc je vous montre les couvertures, j'espère qu'on les verra bien, à mon avis vu la luminosité on verra que dalle. Ça c'est le tome 2. Et de quoi ça nous parle, un monde formidable? C'est tout simplement, là encore, c'est ce que fait vraiment Inyo Asano. C'est du tranche de vie avec des tas de personnages. Et on va les suivre dans leur quotidien, parce que voilà, tranche de vie c'est quotidien. C'est vraiment un genre de manga que j'apprécie beaucoup. C'est déjà l'horreur fantastique, tout ça, mais surtout le tranche de vie, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait on va les suivre, certains on va les suivre dans leurs études, dans leur premier petit boulot, dans leurs galères au niveau des études et ou des boulots, dans leurs galères amoureuses également, parce que les histoires d'amour sont parfois compliquées du fait qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas de boulot justement, ce genre de choses. Et toutes les histoires en fait de ces personnages, on a l'impression qu'on suit par chapitre différentes histoires, différents couples, différents groupes d'amis. Mais petit à petit, en fait, les personnages d'une histoire vont se retrouver en arrière-plan de l'histoire suivante et on comprend que tous ces personnages travaillent ou étudient plus ou moins dans le même secteur. J'ai adoré Un monde formidable, enfin vraiment, autant il y a des titres de Inyo Asano comme La fille de la plage où je vous avais dit, si vous connaissez pas encore le travail de l'auteur, ne commencez pas par ça parce que vous allez peut-être pas apprécier, parce que c'est pas ce que l'auteur a fait de mieux et tout le monde s'entend à dire que même si La fille de la plage c'est un bon titre, hein, faut pas non plus dire l'auteur ne s'est pas loupé pour le coup, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Alors en plus ça traite beaucoup d'érotisme et beaucoup d'images de nus, tout ça. Et pour un public qui n'a jamais rien lu de l'auteur, voilà, Un monde formidable, c'est parfait pour commencer Inyo Asano. Si vous n'avez pas envie de vous lancer d'emblée dans Bonu Pun Pun, vous prenez Solanin ou vous prenez Un monde formidable, c'est très abordable au niveau de la lecture. Il y a juste ce qu'il faut en fait de fictionnel en fait qui se rajoute à ce côté tranche de vie tellement simple. Mais c'est tellement génial. Enfin, tous ceux qui ont lu du Inyo Asano, franchement, signalez-vous en commentaire s'il y en a qui ont lu du Inyo Asano, qui n'ont pas aimé du Inyo Asano, parce que très sérieusement, tous les avis que je peux en entendre, tout ce qu'il a fait n'est pas génialissime, loin de là. Il y a vraiment des titres où c'est un petit peu plus perché que d'autres. Mais globalement, c'est quand même un très bon auteur. Et voilà, si ça vous ne le connaissez pas encore, je vous le recommande à 200%. Et j'ai complètement oublié de vous dire que c'est publié chez Kana dans leur collection Made In. Et que les tomes sont vendus au prix de 10,20 € si je ne dis pas de bêtises. Chez Kana également, je me suis pris les 2 tomes de Maria. Ça, je vous en ai parlé assez récemment sur Instagram. C'est publié chez Kana dans leur collection Sensei. Et vous reconnaissez peut-être l'auteur, sans que je vous en dise le nom, juste en voyant les couvertures. Donc il s'agit de Kazu Kamimura, qui est l'auteur, entre autres, que j'ai découvert avec le Club des Divorcés et Lady Snowblood. Donc j'avais dans l'intention, donc j'ai toujours l'intention d'ailleurs de vous faire une vidéo d'ici quelques jours, où ça sera ma wishlist de 2016. Alors, pas une wishlist sur les nouveautés de 2016, puisque concernant les nouveautés de 2016, je vous ai fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai l'article en barre d'infos au cas où. Il faut que je modifie l'article parce que j'avais mis un 5e titre que je ne vais pas faire, mais finalement je vais en faire d'autres. Mais vraiment, la vidéo Wishlist 2016 que je compte vous faire sur ma chaîne, ça sera vraiment une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des œuvres que je n'ai pas lues, donc je n'ai pas encore en ma possession, mais que j'ai l'intention d'acheter en 2016 et qui sont des vieilles séries ou des séries qui sont du moins publiées depuis plusieurs années, que j'ai vraiment envie de découvrir parce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et Maria était dans cette wishlist. Et sorti un petit peu brutalement de la wishlist au mois de décembre. Voilà, j'ai pas attendu 2016, je l'ai vu à Londres, j'ai vu 2 autres titres du même mangaka, je les ai fait mettre de côté parce que j'ai dit très clairement je n'avais pas le budget. Ça, ce sont des tomes qui sont, je crois que c'est pareil, 10,20 € comme Bonu Pun Pun, non, comme Un monde formidable. Donc c'est des tomes qui sont un petit peu chers, mais voilà, on est encore sur du grand format. Et Maria, j'ai pas fini le tome 2 comme vous le voyez, mais c'est tellement bien. Mais vraiment je me rends compte que cet auteur là, pour l'instant c'est le 3e titre que je lis de lui, j'adore. Mais vraiment j'adore. Alors on est toujours dans ce registre où le personnage principal c'est une femme, voilà, hein, misogyne s'abstenir, mais c'est une femme. C'est une femme, Maria, que vous voyez donc sur les 2 tomes, qui est spéciale, hein. C'est une jeune fille qui a pas mal de charme, qui va attirer
les filles et les garçons. Donc très clairement les sujets abordés, il va y avoir l'homosexualité, on va avoir la question du suicide, on va avoir le sujet de l'inceste. On a pas mal de sujets comme ça, la violence, voilà. Certaines histoires sont assez violentes tout de même. Et Maria, c'est une jeune fille torturée avec des amours qui semblent impossibles. C'est un personnage qui paraît froid, qui paraît presque intemporel en fait. C'est le genre de beauté et surtout de personnage qui paraît complètement intemporel. Enfin, vraiment, c'est l'impression que j'ai eue. Et alors, les dessins, mon dieu, déjà j'ai adoré. Et franchement, je me rends compte que l'auteur, Lady Snowblood, c'est petit comme format. Et je me rends compte que ce format-là, comme pour le Club des Divorcés, c'est juste le bon format pour surkiffer les dessins de cet auteur. Donc, je vous cherche quelques autres planches pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez un petit peu, voilà, il y a toujours de la folie, de la violence. Mais c'est toujours ces personnages féminins qui sont mis en avant. Je vais peut-être pas vous spoiler ce qui se passe. Alors, il se passe pas des trucs de foufou hein, là encore. Mais tout de même. Voilà, une dernière image. Donc une très très bonne série terminée en 2 tomes qui n'est absolument pas une nouveauté de cette année. Que je vous recommande si vous avez comme moi aimé Lady Snowblood ou même juste le Club des Divorcés. Et que vous voulez tenter d'autres séries de l'auteur. Personnellement voilà, il y aura 2 autres séries que vous verrez en janvier et février de ce même mangaka. Parce que vraiment je me suis vouée d'amour pour son travail. Encore une fois, c'est pas des titres récents, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement prenant que voilà. Si vous êtes à la recherche de tranches de vie, je sais même pas si c'est du tranche de vie, je sais même pas comment, drame, tranche de vie, ça doit être un truc comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Dernier titre du mois de décembre pour lequel j'ai craqué pas plus tard qu'hier quand j'ai acheté Manhole. Alors il s'agit d'un one shot que pour le coup je trouve juste super cher, mais alors là je lui trouve même pas suffisamment de qualité pour justifier ce prix. Il aurait coûté 15 €, je vous aurais dit, voilà, 15 € c'est bien, le bouquin les mérite très largement, mais 20 €, j'ai envie de vous dire, what the fuck au niveau du prix. Alors bon, je vais vous le montrer, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre au niveau du pourquoi, du comment qu'il est aussi cher. Il s'agit de The Legend of Zelda A Link to the Past de Shotaro Ishinomori, c'est publié chez Soleil Manga, et il me semble de toute manière que tout ce qui est Zelda en manga, c'est chez Soleil Manga. Il s'agit bel et bien de l'adaptation du jeu vidéo de A Link to the Past en manga. Je crois qu'il y avait déjà une adaptation et que ça c'est la nouvelle adaptation, je ne sais plus. Mais de sûr, c'est un manga qui au Japon, c'est une adaptation qui date de 92. Et en fait, je comprends mieux quand je vois 92, parce que quand j'ai vu les dessins, je me suis dit, mais on fait encore ça en 2015 ? Mais non, on faisait ça en 92, oui, en 2015, on fait plus trop ça. Donc déjà, je vous montre l'objet livre, parce que cet objet livre-là coûte 19,99 €, donc 20 €, hein, on arrondit, on va pas chipoter 5 minutes. Je vous montre l'objet livre sans sa jaquette, et je le trouve presque plus beau sans sa jaquette. Voilà, c'est un très beau livre cartonné, là encore en hardcover. J'adore le... Voilà, c'est vraiment les couleurs de Zelda. Donc, l'objet livre de ce côté-là, il est très beau. Mais, voilà, vous allez voir l'intérieur. Je ne l'ai pas lu, hein, encore une fois. Ne me demandez pas qu'est-ce que j'en ai pensé. Je l'ai acheté hier, j'ai pas eu le temps. Il est tout en couleur. Je vous ai demandé une petite photo, un petit dessin vite fait sur Instagram. Les pages sont sur papier glacé. Je ne sais pas si au niveau du texte, tout ça, côté édition, s'il n'y a aucun souci au niveau de la traduction, tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé au niveau du prix. Et donc, vous comprenez mieux quand je vous dis que le titre date de 1992, pourquoi le dessin paraît un petit peu daté. Parce que je me suis dit, merde, c'est la dernière adaptation de Zelda et on se retrouve avec quelque chose qui me paraît super vieux. Mais en fait, non, c'est tout à fait normal, étant donné que le titre date un tout petit peu. C'est assez fidèle apparemment à l'univers du jeu vidéo. L'auteur a vraiment essayé de retranscrire au mieux. Alors peut-être pas, parce que du coup j'ai un petit peu regardé entre temps à quoi ça ressemblait A Link to the Past à l'époque, et c'était pas pareil quoi, mais bon, disons que apparemment ça se veut pas mal du tout, donc je vous en reparlerai, je sais pas encore où et quand, mais j'en reparlerai à un moment donné. Concernant les fins de série, je l'avais évoqué dans ma toute dernière vidéo des lectures en cours, je n'ai absolument pas eu le temps de me pencher sur ces 3 séries, donc quand même 3 fins de série au mois de décembre, c'est pas mal. Il y a eu le 10e et dernier tome de Dusk Maiden of Amnesia, il y a eu le 16e et dernier tome de Good Ending, et quand je vois cette couverture juste dingue, j'ai d'autant plus envie de me refaire la série pour pouvoir lire ce dernier tome, parce que j'avais lu le début de la série, je l'avais mis de côté, c'est ce que je fais souvent, j'attendais d'avoir tous les tomes pour la lire, donc ça, voilà. Et le 10e et dernier tome de la saison 2 de Rosé Maiden.
dont j'ai lu la saison 1, mais alors la saison 2, je crois que je n'ai toujours pas commencé à la lire. Donc aucune vidéo n'est prévue à propos de ces titres, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, sans spoiler bien évidemment, si vous avez lu peut-être l'un de ces titres, voire deux, voire trois, votre avis au sujet de ces séries, si elles valent le coup, si la fin est décevante, si la fin est super, si ce sont des séries que vous recommandez ou pas. Bien évidemment, ne me spoilez pas et ne spoilez pas aux personnes qui pourraient lire vos commentaires, mais je trouve que ça peut être pas mal si y en a qui ont lu ces séries, qui pourraient en parler pour essayer de donner un avis à celles et ceux qui voudraient un avis à propos de ces titres. Je vous parle à présent d'une petite opération commerciale des éditions Pika en ce mois de décembre, il me semble pas que ça ait commencé plus tôt, où en fait selon les séries que vous achetiez, vous avez un petit marque-page qui était fourni avec le dernier tome paru. Donc j'ai eu celui-ci avec le dernier tome sorti de Nolagami et celui-ci avec le dernier tome de Yona Princesse de l'Aube. Je ne sais pas, je pense que d'autres séries du catalogue de Pika avaient ce genre de petits goodies. Pas besoin d'aller dans une librairie spécialisée, de toute manière les tomes en fait étaient sous plastique et il y avait le petit marque-page vendu avec, donc pour le coup pas besoin de le demander au vendeur, de savoir si c'était disponible ou pas, soit c'était collé avec, soit tout simplement les tomes n'avaient pas, mais il me semble que tous les tomes étaient fournis avec ces petits marque-pages que je n'ai toujours pas ouverts mais qui ont l'air tout de même assez bien faits. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est genre Bagdad à ma gauche, c'est un petit peu Apocalypse Now si vous voulez au niveau des titres. Donc je vais conclure avec deux choses qui ne sont absolument pas manga, mais on m'a questionné un petit peu à ce sujet, donc j'en parle dans cette vidéo. Tout d'abord, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si je lisais d'autres choses que des mangas. J'ai envie de vous dire FAQ numéro 1, FAQ numéro 2, dans lesquels je dis que oui, il m'arrive de lire d'autres trucs. Et genre ce mois-ci, il y a eu ça, il y a eu Mad Love. Alors, si vous n'avez pas lu ma seconde FAQ, vous ne savez peut-être pas, mais Harley Quinn, c'est genre toute ma vie. C'est genre tellement toute ma vie que je me suis fait un tatouage en rapport avec Harley Quinn, donc c'est pas rien. Et vraiment, gros craquage sur ce titre, qui est un one-shot, il me semble, pour le coup. Oui, c'est publié chez Urban Comics. J'avais déjà un autre titre sur Harley Quinn. Voilà, j'ai envie de vous dire Harley Quinn. Hein, je pense que c'est un personnage de l'univers de Batman qui n'est plus à présenter. Personnellement, voilà. J'ai vraiment hâte de voir Suicide Squad juste, bon, pour le Joker aussi, mais beaucoup pour Harley Quinn. Donc voilà, je ne lis pas beaucoup de comics. Je veux dire, niveau comics, ici, on a tous les Walking Dead, mais c'est pas moi qui les lis. Dès que ça parle d'Harley Quinn, j'achète. Je cherche même pas à comprendre le pourquoi du comment de la chose, j'achète. Donc voilà, pour les fans, j'ai envie de vous dire, c'était juste génial. Je conclus avec ceci. Donc en principe, vous le voyez en arrière-plan de mes vidéos, c'est-à-dire juste à côté de Happy, et quelques-uns d'entre vous ont remarqué sa présence et m'ont demandé s'il s'agissait bien d'un TARDIS. Et oui, c'est bien un TARDIS de la série Doctor Who. Du coup, si vous ne regardez pas Doctor Who, vous ne savez absolument pas qu'est-ce que c'est que cette chose, qui est dans les faits, c'est une Funko Pop, qui m'a coûté assez cher, elle m'a coûté 26 € parce qu'elle vient du Canada. Oui, j'ai un petit peu juste abandonné l'idée de la trouver en France. Du coup, je l'ai commandée au Canada et elle a mis un mois à arriver. Donc voilà, pour tous les fans de la série, c'est un petit peu la Funko, je pense, par excellence. J'en ai terminé pour cette toute dernière vidéo de l'année 2015. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez lu certains titres que j'ai présentés, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a certains titres que j'ai présentés qui vous donnent envie. Sur ce, je vous retrouve en 2016 pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite un très bon réveillon du 31 décembre et de bien belles lectures. Bye!